bienvenue à tous. Affaire faux médicaments au Bénin, le dossier s'invite au cœur de votre émission Débat 100% Bénin. Au sujet de la question, le gouvernement béninois n'entend pas lâcher du lest. Après la saisine de la justice dont l'historique décision continue de susciter moult réactions, le gouvernement passe désormais à l'offensive. À la faveur de son dernier conseil des ministres, il a décidé de suspendre le Conseil national de l'ordre des pharmaciens afin, dit-il, d'assainir une fois pour toutes le secteur pharmaceutique. Plus que controversée, la décision a aussitôt fait le lit à toutes sortes de commentaires, même les plus irrévérencieux. De l'assurance du grand nombre dans la justesse du combat à la pertinence des décisions, d'âme, suspicion a plutôt pris le dessus. Le gouvernement, se demande-t-on, travaille-t-il réellement pour l'assainissement d'un milieu qui en a grand besoin ou à d'autres fins? Difficile, mesdames, messieurs, de trancher. Avec nos invités du jour, on passera plutôt au peigne fin les récentes décisions relativement au dossier. Et ce sera autour du thème « Lutte contre les faux médicaments, pur acte de salubrité ou une lutte dans l'arbitraire ». Dans un instant, la parole à nos invités. Mais avant eux, la revue de presse. Kodjovi Amétono une fois encore avec nous et pour nous présenter la une des journaux. Kodjovi Amétono, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis. L'actualité, j'imagine, ça reste la suite logique des faits évoqués hier. Tout à fait. La rencontre, il y a eu de façon prompte, il y a une rencontre entre gouvernement et syndicats. Cette fois, certains responsables syndicaux ont brillé par leur absence, qu'ils n'entendent pas, sans rétrocession, continuer la négociation. Donc cela a fait l'objet de beaucoup d'analyses au niveau de certains journaux. Sans oublier également le Conseil des ministres que vous évoquez avec la suspension ou bien l'interdiction pour une période de 6 mois au moins des activités au niveau de l'ordre des médecins, de l'ordre des pharmaciens du Bénin. Donc c'est entre autres sujets qui sont revenus donc à la une de beaucoup de canards, sans oublier que les législatives sont à nos portes et beaucoup de canards également commencent par spéculer sur les chances des uns et des autres. Oui, la presse ne chôme plus. Tout à fait. Beaucoup de sujets à débattre. Quand on démarre avec le quotidien. Actu Express de Médéric François Gongo, qui d'ailleurs donc sur cette question des élections à venir fait constater que la non-installation du COS-LEPI est un problème. Et le journal se demande si on va vers un hold-up électoral. De véritables mesures menacent du moins sur la démocratie béninoise. Toujours avec Actu Express, ici pour les multiples actions en faveur du développement. Le réel satisfait du colonel Louis Akani au président Obiang Nguema Bazogo, des prouesses qui confirment les multiples qualités du grand panafricaniste. Confirmé puis législative de 2019, toujours avec Actu Express, perspective incertaine pour les talonistes. Toujours avec ce journal, poursuite de la fronde sociale, le gouvernement bat le record des affrontements inutiles. Dossier faux médicaments pour terminer avec Actu Express, l'intersyndicale des pharmaciens tient au respect des tests. La dépêche, situation socio-économique nationale depuis 2 mois, le Bénin anémié et puis nouvelle arrêtée du préfet Toboula, guerre des pneus à Cotonou. La nouvelle tribune, fronde sociale, la CSTB reprécise les implications de sa position et puis lutte contre les faux médicaments, les décisions actives et suspectes du gouvernement. Plus de volonté donc de contrôler que d'assainir. L'intersyndicale des pharmaciens invite donc le gouvernement à la retenue et plus persistance de la fronde sociale, la défalcation envenime la situation, le gouvernement responsable. L'Afrique en marche, boîte noire, qui gagne 85 millions de francs CFA dans ce pays. C'est une interrogation. Les syndicats à la recherche donc du décret le plus secret du Bénin. En pleine négociation avec les syndicats, le gouvernement prépare déjà les défalcations du mois de mars. L'exécutif joue-t-il avec le feu? C'est donc une interrogation, la une de la dépêche. Et puis affaire faux médicaments, la rupture garde désormais un œil sur l'ordre des pharmaciens. Quotidien Le Nouvel Observateur demande de la liste des agents grévistes pour une nouvelle défalcation sur salaire quand le gouvernement talon jette de l'huile sur le feu des
syndicaliste Andoche Amense au sujet de la demande de restitution des trésors royaux d'Abobé. La démarche enclenchée souffre de quelques lacunes. Et puis Lucien Lagrafin-Glélé au sujet de la négociation gouvernement-syndicat. Les propositions gouvernementales concernant les statuts particuliers des enseignants sont maigrichonnes du moins et insultantes. Matin, libre verdict du tribunal contre les grossistes répartiteurs. Fin du désordre dans le secteur des médicaments et puis verdict de l'affaire faux médicaments. L'intersyndicale des pharmaciens s'étonne. Point média. Après l'emprisonnement des pontes du monde pharmaceutique, le gouvernement suspend l'ordre des pharmaciens au-delà des sanctions. Quel dédommagement pour les populations. Dialogue social, les négociations de l'Infosec tournent au fiasco. Le gouvernement manque de bonne foi. La CSTB dénonce un complot contre les travailleurs. Des défalcations en perspective en mars. Les enseignants indignés relancent la grève et puis militarisation répétée du procès CNSS. Qu'est-ce qui hante le gouvernement? Merci, Kadovi Ametono. Comme c'est depuis peu de coutume, décidément avec Point Média qui nous offre une des plus fournies. Et je m'en arrête là. Les négociations qui achoppent encore d'un échec cuisant, nous apprend Point Média. Oui, je l'ai dit parce que entre autres points évoqués par les responsables syndicaux pour donc être en phase avec la base et donc observer un certain bémol au niveau de la grève, c'est bien sûr la rétrocession des prélèvements effectués sur les salaires, ce que les uns et les autres appellent défalcation. Mais jusque-là, le gouvernement n'entend pas de cette oreille. Mieux, il durcit le ton. Il y a des communiqués qui circulent, des papiers déjà prêt où il faut simplement remplir les cages et retourner donc à l'autorité pour s'assurer de qui vient au service ou qui ne vient pas et en la matière procéder à de nouvelles défalcations. Je ne crois pas que ce soit de cette manière que la calmie reviendrait dans le monde syndical, notamment au niveau du système de l'éducation. Et là, toutes les couleurs sont bonnes pour que l'année ne soit pas vraiment ce que les parents d'élèves et surtout les élèves auraient souhaité. Et surtout pour ces élèves qui sont en classe d'examen. Je crois que ça n'augure de rien de bon que les uns et les autres continuent pas à camper sur leur position, surtout le gouvernement qui doit rester un peu flexible. J'ai lu par exemple un post d'un citoyen qui fait constater qu'en Guinée, Alpha Condé a dû céder donc au desiderata des travailleurs. Au Tchad, Idriss Déby qui a également procédé donc à ses ponctions sur les salaires, a dû retrocéder les salaires et également céder donc aux volontés des uns et des autres, toujours pour apaiser le climat au niveau du système éducatif. Et je pense que le gouvernement béninois ne perdrait rien à donc écouter les travailleurs, quitte à véritablement jouer au franc jeu, puisque ici, ce que les syndicalistes dénoncent beaucoup plus, c'est un peu comme la CSTB qui dénonce donc un complot contre les travailleurs. Ce qui est annoncé dans les médias n'est jamais appliqué. Alors si on devrait s'en tenir donc aux déclarations issues des assises du 13 mars, on ne serait plus en train de parler aujourd'hui des défalcations en vue. On serait peut-être en train de réfléchir à comment retrocéder les fonds prélevés, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et on menace encore de défalquer. Je ne crois pas que le gouvernement soit dans cette posture-là en train de jouer franc jeu et je crois que c'est ça qui irrite davantage les travailleurs. Oui, l'Afrique en marche revient là-dessus et note qu'en pleine négociation, comme dit Amétono, le gouvernement prépare déjà les défalcations du mois de mars et conclut l'exécutif joue, non s'interroge, l'exécutif joue-t-il avec le feu? Oui, ben si le feu ici, c'est pas forcément qu'il y aurait soulèvement ou qu'il y aurait un putsch. C'est juste qu'il y a une menace qui plane sur le système éducatif aujourd'hui, l'année blanche. Alors si les enseignants pensent que jusque-là, non seulement on ne cède pas à nos revendications, mais on ne continue pas à faire la sourde oreille à nos exigences aujourd'hui qui, entre autres, constituent à nous retrocéder les fonds prélevés pour le mois de février et que le gouvernement menace de prélever encore sur le mois de mars pour faire de grève, je ne crois pas que ce soit, en tout cas, qu'on travaille à obtenir la calmie dans ce secteur. Et donc, c'est là beaucoup plus l'aspect l'huile sur le feu qui est donc brandi ou cité par beaucoup de canards ce matin. Donc, le gouvernement joue avec le feu, oui, avec le feu dans le monde éducatif.
positif, puisque les enseignants n'entendent donc pas reprendre le chemin des écoles, donc saisir les craies pour dispenser l'enseignement, tant qu'on ne va pas leur retrocéder les fonds prélevés et tant qu'on ne va pas respecter leur statut particulier. Je crois qu'il revient aujourd'hui au gouvernement, avec les appels incessants, aussi bien des confessions religieuses que certaines franges de la population, il revient donc au gouvernement de faire preuve de bonne foi, d'abord en retrocédant les fonds défalqués, quitte à demander, à faire observer, peut-être demander des concessions au niveau des enseignants aussi, puisqu'au niveau du statut particulier, il y a des points que le gouvernement peut aujourd'hui respecter et donc remettre à une prochaine fois les autres. Donc je crois que si la rétrocession des fonds défalqués est faite et que le gouvernement satisfait en partie aux doléances contenues dans le statut particulier, la population doit pouvoir donc tirer le son et savoir qui du gouvernement ou des centrales syndicales travaille à blanchir l'année. Voilà, on espère plutôt que la calmie reviendra. Il n'est pas encore tout à fait tard, encore quelques jours, et on pourra encore sauver cette année. Mais je reste avec l'Afrique en marche, qui nous apprend que les travailleurs ne sont pas préoccupés que par la rétrocession des fonds défalqués. Les syndicalistes, affichent l'Afrique en marche, sont à la recherche du décret le plus secret du Bénin, qui gagne 85 millions de francs CFA. Alors, si les syndicalistes, qui sont quand même au fait de beaucoup d'informations, sont toujours à la recherche de ce décret le plus secret, je ne crois pas que ce soit moi qui le détiendrai. Mais de toutes les façons, au Bénin et dans le pays, depuis quelques années déjà, les rumeurs finissent toujours par s'avérer. Et donc, si les syndicalistes détiennent cette information et pensent que véritablement dans ce pays, il y a un fonctionnaire, ne serait-ce qu'à la base ou au sommet, qui gagnerait 85 millions d'euros francs CFA par mois. Et d'ailleurs, c'est ce qui pousse la plupart des travailleurs à ce que nous observons. Ils n'en demandent pas plus, ils demandent juste qu'on augmente quelque chose. Lorsque vous apprenez en tant que fonctionnaire de la République, travailleur donc du monde syndical ou même enseignant, je ne sais pas à quel niveau, et que vous apprenez que dans la République, des gens sont à 85 millions de francs CFA, et qu'en même temps, ceux-là vous disent que dans la cagnotte, il n'y a pas suffisamment de manne pour satisfaire à vos doléances. Je ne crois pas qu'on puisse entendre cela de bonne oreille. Merci, merci Kodjovo Yamitano, mesdames, messieurs, merci. Vous l'avez compris, nous mettons ainsi un thème à cette rubrique que vous aimez tant. On se retrouve demain, ce sera pour la découverte d'autres faits marquant l'actualité, mais vus par les journaux. À demain. Bienvenue à tous. Affaire faux médicaments au Bénin, le dossier s'invite au cœur de votre émission débat 100% Bénin. Au sujet de la question, le gouvernement béninois n'entend pas lâcher du lest. Après la saisine de la justice dont l'historique décision continue de susciter moult réactions, le gouvernement passe désormais à l'offensive. À la faveur de son dernier Conseil des ministres, il a décidé de suspendre le Conseil national de l'ordre des pharmaciens afin, dit-il, d'assainir une fois pour toutes le secteur pharmaceutique. Plus que controversée, la décision a aussitôt fait le lit à toutes sortes de commentaires, même les plus irrévérencieux. De l'assurance du grand nombre dans la justesse du combat à la pertinence des décisions d'âme suspicion a plutôt pris le dessus. Le gouvernement travaille-t-il réellement, se demande plus d'un, pour l'assainissement de milieux qui en a grand besoin ou à d'autres fins. Difficile pour l'heure de trancher. Mais avec nos invités, on passera au peigne fin les récentes décisions relativement au dossier. Ce sera autour du thème lutte contre les faux médicaments, pur acte de salubrité ou lutte dans l'arbitraire. Le débat, c'est tout de suite, c'est maintenant. À ma droite, Marcel Zoumenou, journaliste. Il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, La Nouvelle Tribune, qui s'est particulièrement intéressé au dossier du début jusqu'au point où on en est actuellement. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël, bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Il vous répond à leur façon. En face de lui, concerné directement par le dossier caractère du milieu. Il a nom, docteur Louis Koukoumédi, pharmacien d'officine, spécialiste en réglementation pharmaceutique. Il est le porte-parole de l'intersyndicale des pharmaciens du Bénin. Docteur Louis Koukoumédi, bonjour. Bonjour cher ami. Merci de répondre à bonjour notre aux invitation. téléspectateurs. C'est à moi de vous dire merci. 4 ans de prison ferme
10 millions de francs CFA d'amende. Des dommages évalués à 100 millions de francs CFA versés à l'État béninois. Tel est le verdict d'un ensemble ayant sanctionné le procès dit des faux médicaments jugé en flagrant délit le 6 mars dernier. Un pas certain dans la lutte contre les faux médicaments, mais une sentence qui a laissé comme un arrière-goût amer à plus d'un. Au premier rang, les acteurs du secteur. Docteur Louis Kokomedi, l'intersyndicale a fini par donner de la voix. On ne l'y attendait pas forcément. Une sortie qui a mené davantage de ceux-là qui n'y comprenaient pas vraiment grand-chose au dossier à s'intéresser aussi, encore plus, à ce verdict-là. Vous n'y êtes pas complètement satisfait. Merci beaucoup, M. Joël. Je vous remercie de nous avoir invités. Comme vous l'avez pu le constater, depuis le début de cette affaire, nous, au niveau de l'intersyndicale des pharmaciens du Bénin, nous avions aussitôt, dès le début de l'affaire, décidé d'avoir une posture, celle de garder le calme, le silence et toute la sérénité nécessaire pour ne pas entraver le travail de la justice. Parce que tout autant que les populations, nous aussi pharmaciens, notamment pharmaciens d'officine, étant au contact quotidien des populations, nous sommes aussi curieux de savoir ce qui s'est passé dans le dossier. Et pour le savoir, il n'y a que la justice pour nous éclairer. Si nous nous mettons à faire des tapages, à interférer dans le dossier, ça ne serait pas bien vu. Et ce ne serait pas intéressant. C'est pourquoi nous avons gardé ce silence que vous avez pu constater. Mais nous avions suivi l'audience de 6 mars et le dossier a été mis en délibéré pour le 13. Le 13, nous étions dans la salle, mais nous ne cachons pas que nous sommes très surpris par le verdict. Pourquoi? Oui, lorsque l'on tient compte de ce que nous avions pu, ce à quoi nous avions assisté à l'audience et le verdict, nous disons, nous avions l'impression qu'il y a une erreur d'appréciation. Si on s'en tient à ce que nous avions vu lors des débats. Et c'est pourquoi nous disons peut-être qu'il y a des éléments que nous ignorons encore, des éléments du dossier qui sont encore à la seule discrétion de la justice, et bien que nous autres acteurs nous irons. Parce que, voyez-vous, dans ce dossier, lorsque nous avions suivi, nous, déjà au départ, lorsqu'on a vu le procureur de la République a fait sa sortie du vendredi 23 février 2018, il avait énoncé un certain nombre de chefs d'accusation, au nom desquels il y avait la vente de médicaments falsifiés, l'exercice illégal de pharmacie, complicité d'exercice illégal, parce qu'on ne peut pas accuser un pharmacien d'exercice illégal, puisque c'est à lui que la loi donne le monopole de compétence pour exercer le métier. Par contre, si quelqu'un n'est pas autorisé à exercer le métier et l'exerce, il est dans l'exercice illégal. Si un pharmacien a été complice de cela, il est en infraction. Mais il y avait tout un tas de chefs d'accusation et nous avions suivi l'audience et nous avions tenté de voir comment chaque accusation allait être traitée. Mais sur la question de la vente de médicaments falsifiés, nous avons constaté que l'accusation, les moyens soulevés par l'accusation nous paraissent scientifiquement et juridiquement insuffisants pour parler de médicaments falsifiés. Parce que pour parler de médicaments falsifiés, il y a une pièce maîtresse dont on ne peut pas se passer, au-delà de tout ce qu'on peut dire. Laquelle? C'est le certificat d'analyse du produit. C'est le certificat d'analyse du produit. Donc, on doit pouvoir faire des prélèvements, faire un échantillonnage, adresser au laboratoire de contrôle de qualité. Nous en avons un ici, le laboratoire national de contrôle de qualité. Mais si on veut, on peut même demander de l'expertise auprès des laboratoires vraiment bien équipés et choses là. Et cette pièce-là, elle est centrale, c'est une pièce maîtresse. Nous, en tout cas, nous, on n'a pas vu que l'accusation ait brandi cette pièce. On n'a pas vu.
Deuxième élément qui nous conforte dans cette analyse, c'est que lorsqu'un produit est soupçonné donc de créer de préjudice ou bien est susceptible de créer de préjudice aux populations, et lorsqu'on en arrive à évoquer qu'il s'agit d'un médicament, d'un produit falsifié, il y a des mesures urgentes à prendre par l'autorité sanitaire. La première mesure, c'est de rappeler tous ces produits-là des officines de pharmacie et des formations sanitaires. Des centaines de quantités. Et la deuxième mesure urgente à prendre, c'est de suspendre l'autorisation de mise sur le marché de ce produit qui est un document légal ou carrément de la retirer. Jusqu'à la date de procès, ces produits étaient encore dans nos rayons en officine. Ces produits étaient encore dans les formations sanitaires qu'on n'évoque pas assez parce qu'on focalise l'attention uniquement sur des pharmaciens, sur des officines de pharmacie. Mais on oublie de dire que ces produits sont également distribués au niveau des formations sanitaires, des cliniques, des centres de santé et autres. Lorsque nous mettons tous ces trois éléments ensemble, à savoir que absence de certificat d'analyse des produits incriminés, non-rappel des produits, la non-suspension, le non-retrait de l'autorisation de mise sur le marché de ces produits, nous, pharmaciens, en tant que techniciens du métier, en tant que spécialistes du médicament, nous avions de réelles inquiétudes, de réelles raisons de penser qu'il ne s'agit pas d'une affaire, qu'il ne s'agirait pas, parce que je préfère mettre au conditionnel, d'une affaire de médicaments falsifiés. C'est notre opinion. Et l'autre élément aussi est que les médicaments dont il s'agit ici, les produits dont il s'agit ici et qui auraient été mis sous scellé, ce ne sont pas des médicaments retrouvés dans les entrepôts des grossistes répartiteurs. Peut-être que la justice cherche à faire un lien, certainement, entre les entrepôts retrouvés dans l'informel parce que se trouvant dans des endroits non connus et non autorisés, et peut-être les entrepôts formels des grossistes. C'est à la justice de faire ce travail parce que chacun dans son rôle. Nous ne reprochons pas à la justice de faire ce travail. Nous ne reprochons pas non plus aux autorités de s'intéresser au secteur, de vouloir assainir. D'ailleurs, ça a été notre demande depuis des années et nous nous sommes réjouis à chaque étape, notamment depuis le 1er septembre 2016, le Conseil des ministres du 1er septembre 2016, où le gouvernement a commencé par s'intéresser à la question. Nous avions, en tout cas nous, au niveau de notre syndicat, à chaque fois, nous avons tous sorti un communiqué pour féliciter le gouvernement, l'encourager. Mais ce travail doit être fait avec beaucoup de précautions, de prudence nécessaire et le professionnalisme que cela requiert pour ne pas jeter de discrédit sur toute une profession, pour ne pas discréditer toute une profession et pour ne pas jeter de troubles au sein de la population. Aujourd'hui, vous pensez que tous ces ingrédients sont réunis? C'est à ce niveau que nous nous inquiétons et nous disons qu'il y a une population maintenant à rassurer et il y a une profession à sauver. Quelles sont les conséquences de cet acte? Oui, ce sont des aspects que le docteur évoque déjà. Mais avant, nous allons recueillir la réaction de Marcel Zoumenou. Et comme je le disais, a suivi de bout en bout ce procès. La Nouvelle Tribune y a consacré plus qu'une page. Marcel Zoumenou, quand on écoute le professionnel, on a comme le sentiment d'un chevauchement dans la gestion de ce dossier. Le citoyen lambda s'interrogeait hier, mais quand c'est les professionnels qui viennent en ajouter à l'inquiétude, mais avec des éléments d'appréciation à l'appui, quel est le regard du professionnel des médias sur la question? C'est un regard convergent avec celui du professionnel, le docteur Koupemedi. Et pour nos lecteurs, ceux qui nous ont lu déjà ce matin, qui auront la chance de nous lire, comprendront que dès le début de ce dossier, nous, on avait déjà les mêmes appréhensions, les mêmes inquiétudes. Et d'abord, je vais revenir à la manière dont ce procès a été conduit. Je me rappelle très bien, les gens ont été arrêtés courant février. Aujourd'hui, on est le 15, ils ont été déjà jugés après deux audiences. Pour un procès qui a rapport à une matière aussi sensible,
le médicament, qui concerne des millions de Béninois, près de 11 millions de Béninois, parce que je ne suis pas sûr que vous allez me citer un Béninois qui, depuis sa naissance jusqu'au moment où il n'a pas consommé une fois un médicament de la pharmacie. Bon, même si par ailleurs on parle de la médecine traditionnelle qui doit faire ça. Et donc, ça concerne des millions de personnes. La manière dont le procès a été conduit avec une rapidité nous a surpris. On aurait voulu avoir plusieurs audiences où le débat de fond pourrait être mené. Mais tel que le dossier a été conduit par le parquet, le juge qui s'en est chargé, nous laisse sur sa fin. Et nous, on a même dit que c'est un procès qui nous a laissé sur sa fin. Et évidemment, il y a eu ce verdict du mardi 13 qui a été lu dans les conditions. Je voudrais rappeler les conditions un peu pour que les Béninois comprennent ce qui s'est passé. C'est pour la première fois depuis que moi je suis journaliste, j'ai vu la ville aussi barricadée. Depuis le carrefour Sika-Toyota, les barrières ont commencé. Le matin très tôt, je devais venir au tribunal et j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce qu'il y a autre chose qui se passe dans le pays que je ne maîtrise pas? Mais c'est arrivé à quelques mètres du tribunal que j'ai compris que le dispositif qui était mis en place était un dispositif dissuasif, parce que les gens peut-être se sont dit, et c'est ça qui nous donne les arguments que, en tout cas, on a l'impression que c'est un procès, un truc prémédité, c'est-à-dire c'est fait exprès parce qu'on savait que on devait aboutir à un tel verdict. Et donc, on a tellement militarisé avec... La police a déperché dans les parages du tribunal tout ce qu'il a comme arsenal les plus sophistiqués. Pour juste écouter quelques grossistes, nous, on trouvait que c'était disproportionné. Et donc, le truc a commencé, on a amené les supposés, les prévenus, un peu avant 8 heures. Ça aussi, c'est curieux pour nous, ce n'est pas la pratique que nous avons l'habitude. Donc, ils ont été amenés très tôt. Et l'audience a été ouverte très tôt. La décision a été rendue très vite. Le juge a lu sa décision très rapidement. Et ceux qui étaient dans la salle, beaucoup n'ont même pas pu entendre ce qu'il disait. Il n'y avait pas de micro. Et donc, ils ont été condamnés. Et au moment où les gens s'attendaient à ce qu'ils sortent par la porte officielle, la porte la plus chaude là, on les a fait sortir par une porte dérobée. Et donc, quand vous regardez toutes ces images dans votre tête, vous avez l'impression que on a préparé quelque chose pour aboutir à cette décision de justice. Et c'est hier qu'on a eu la confirmation parce que... On verra sur hier, ce qui s'est passé hier. Oui, le verdict est tombé. Les avocats ont pris plus que acte de ce qui s'est passé. Bon nombre d'entre eux ont juré faire appel de la suite du dossier. Mais en attendant, sous la bannière du GDS Afrique, Maître Sadikou Alao, là, en sa qualité de président du GDS, a fait un communiqué. Je vais vous inviter à suivre la substance de ce communiqué et ensuite on appréciera avant d'évoluer. Et ça avec la complicité de la régie. L'avocat que je suis doit prendre acte des décisions de justice. C'est ce que je fais. Mais le président du GDS Afrique, que je suis aussi, constate que le droit au Bénin s'éloigne du palais pour faire place à l'innommable. La seule question que je me pose est de savoir si ceux qui ont fait le choix de fuir le pays pour ne pas être confrontés à la justice n'ont pas fait le bon choix. Ce qui est sûr, dans ces conditions, bien malin celui qui se croirait en sécurité chez nous. Merci. Une intervention de quelques secondes, bien malin, d'ici le président du GDS Afrique, Sadikou Alao, bien malin qui se croirait à l'abri de l'insécurité au Bénin, a-t-il dit. Grand avocat, avec un parcours exceptionnel, il se désole de l'issue de ce procès, un peu comme vous, et s'interroge, Dr Louis Koukobedi, si ceux qui ont fait l'option de la fuite n'ont finalement pas raison.
beaucoup de pincements de cœur. On a vu un homme qui a souvent une voix très percutante qui porte comme complètement désarmé. Écoutez, monsieur le journaliste, vous me comprendrez. Nous, dans tout ce débat qui se mène, il n'y a qu'un seul aspect qui nous préoccupe et qui nous intéresse. Lequel? C'est l'aspect technique du dossier. Du dossier, oui. L'aspect technique du dossier. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ce n'est que ça qui nous intéresse. Tout le reste, en tant que citoyens, nous observons, nous écoutons. Et nous avons les conclusions nous avons nos appréciations. On revient sur le second aspect de la technique, mais allez-y, oui. Alors, donc, pour nous, pour poursuivre le développement de tout à l'heure, oui. Ce que nous avions cru comprendre à l'audience, c'est ce qui était reproché fondamentalement aux grossistes répartiteurs, c'est un manquement à la réglementation sur l'importation des produits de santé en République du Bénin. Parce que, pour rappel, pour importer un produit en République du Bénin, un certain nombre de conditions doivent être remplies. La première, il faut être autorisé d'abord à exercer cette activité. Donc, être pharmacien, avoir exprimé la demande et l'État vous autorise. Une condition remplie par bon nombre d'entre eux. Donc, eux tous, ils remplissent ces conditions-là. Ils sont des grossiers répartiteurs autorisés pour l'activité et l'État les reconnaît pour ça. Et le second aspect. Deuxième condition, les produits à importer doivent avoir une autorisation de mise sur le marché délivrée toujours par l'État, notamment l'autorité sanitaire qui est le ministre de la Santé. Ce dont on n'a pas pu prouver le contraire. On n'a pas pu. Ces produits incriminés, en tout cas dans ce dossier, ont tous des autorisations de mise sur le marché. Tout à fait. Troisième condition, aussi importante que les deux précédentes, c'est que lorsque les produits arrivent à nos frontières, les importateurs doivent s'adresser à l'autorité, notamment la direction en charge de la pharmacie et du médicament, pour obtenir, après avoir fourni un certain nombre de documentations, l'autorisation d'enlèvement des conteneurs qui arrivent. Ils l'ont toujours fait. Et il semblerait que sur les produits incriminés, de notre point de vue, et nous devons à la vérité, la sincérité, parce que nous avions prêté serment de dire ce qui est. Il semblerait, et c'est ce que nous avons pu constater à l'audience, que certains n'ont pas pu prendre cette précaution pour ce qui concerne les produits incriminés. C'est-à-dire que quand ils disent que quand ils passent leur commande, ils le font pour la plupart d'entre eux par mail, lorsque les produits arrivent, c'est le même fabricant qui s'est fait représenter par un visiteur médical, ce que nous appelons dans le jargon ceux qui s'occupent du marketing du produit, dont les délégués médicaux, qui représentent le laboratoire sur notre territoire. C'est ce délégué qui s'occupe de leur faire des démarches pour l'enlèvement des produits jusque dans leurs entrepôts. Il paraît que c'est des conditions commerciales qui ont été arrêtées entre le fabricant de commun accord et les grossistes. Mais ce que nous trouvons dans ce dossier, c'est-à-dire qu'il y a eu faille quelque part parce que, au regard de notre réglementation, jusqu'à ce que les produits aillent dans les entrepôts de nos grossistes, ils ont une certaine responsabilité à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils doivent s'assurer que toutes les conditions réglementaires ont été remplies. Si certains d'entre eux n'ont pas pu prouver en exhibant cette autorisation donc d'enlèvement, il y a eu faille. Et vous ne trouvez pas que par rapport à cette faille déjà, une sentence du genre convenait? Ah voilà. Donc, je continue sur le volet technique en disant que ce manquement, en principe, s'il n'y avait pas une défaillance au niveau des structures de contrôle de l'État et au niveau également de la Chambre de discipline de l'ordre, le tribunal ne connaîtrait même certainement pas de ce dossier. Pourquoi je le dis? Parce que la loi dispose que
le contrôle à l'importation est une fonction réglementaire de la direction en charge de la pharmacie. On ne peut importer un produit. Aucun conteneur de produit ne peut rentrer dans le pays, sur le territoire, si l'enlèvement n'a pas été autorisé par la direction en charge de la pharmacie. Et je vais nous en disant qu'il est arrivé même que cette direction ait délégué un pharmacien le représenter auprès des douaniers au niveau du port. Et deuxième chose, en dehors du contrôle à l'importation, il y a la surveillance du marché. Et les pharmaciens inspecteurs doivent, au terme de la loi, visiter au moins 2 fois par an tous les établissements pharmaceutiques, dont les grossiers et répartiteurs. Si ça avait été fait régulièrement, nous disposons d'un référentiel qu'on appelle les bonnes pratiques de distribution, qui sont des normes opposables à ces grossistes et sur la base desquelles les inspecteurs font leur travail. Si ce travail avait été fait régulièrement et depuis des années, ils auraient pu découvrir qu'il y a un certain nombre de produits pour lesquels il y a mal donne. Pour lesquels... Donc, en somme, s'il y a déjà puni, ce ne sont pas d'abord les grossistes. Voilà, donc il y a une situation qui a dû profiter aux grossistes, il y a une responsabilité partagée. Parce que si les inspections avaient eu lieu régulièrement, les inspecteurs auraient pu faire le constat, adresser le rapport au ministre de la Santé, qui, lui, va saisir l'ordre pour ce qui concerne la responsabilité disciplinaire des pharmaciens responsables des sociétés grossistes. Et s'il se trouve que la société grossiste elle-même, en tant que personne morale, ses responsabilités sont engagées, le même rapport sera envoyé à la commission des autorisations. Je dois dire, pour finir sur ce sujet, que cette procédure-là n'exclut pas des poursuites au civil, au pénal, si le dossier le nécessite. Mais la procédure, voilà ce qui doit être. Mais on a compris que ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu des inspections. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une chambre de discipline qui fonctionne au niveau de l'ordre. Parce que là encore, l'État devait, à travers le garde des Sceaux, mettre à disposition de la chambre de discipline de l'ordre des magistrats qui doivent... Là, on y revient. Ça n'a pas été le cas. Louis, Marcel Zoumenon, définitivement, la justice a tapé du mauvais côté. Bon, c'est difficile de... Quand on voit l'autre démonstration actuellement faite, et en matière de responsabilité de charge, on a comme l'impression que oui, dans tout le déroulé, c'est bien sûr les grossistes qui sont directement concernés et la charge pèse aujourd'hui sur eux. Oui, et je crois que déjà, nous, on a commencé par attirer l'attention du gouvernement sur ce fait pour montrer que quand vous accusez les grossistes aujourd'hui, il faut aussi accuser la structure de l'État. Et la structure de l'État que le docteur Koukoumedji a peut-être choisi de ne pas citer le nom, c'est la DPMED. Et donc, cette structure, c'est elle qui est chargée d'organiser, de surveiller et donc le secteur de la pharmaceutique. Et nous, on s'est posé la question de savoir où était-elle quand tout cela se passait. On a comme l'impression que si on a pu avoir tous ces failles aujourd'hui, si on a pu avoir toutes ces défaillances qu'on reproche uniquement aux grossistes, c'est qu'il y a la responsabilité de cette direction. Et on est tout heureux de savoir que le patron de cette direction était cité. Mais curieusement, au verdict, il a été acquitté, au bénéfice du doute. Vous trouvez que c'est curieux? C'est vraiment curieux. C'est vraiment curieux parce que, selon nous, la personne qui doit être accusée en premier lieu, c'est d'abord la structure de l'État qui est chargée de faire son travail et qui ne l'a pas fait. Parce que si elle l'avait fait, on n'aurait pas tous ces failles dont on accuse les grossistes d'avoir bénéficié aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons que le procès nous a vraiment laissé sur notre faim. Le verdict nous a surpris et nous a laissé sur notre faim. Et nous, on se demande si ce qui est fait jusque-là est fait dans l'intention d'assainir la corporation, ou bien on a l'impression que le souci de ceux qui ont engagé cet assainissement, c'est juste pour dégager certaines personnes de la gestion de cette filière et pour le confier à d'autres. C'est l'impression que ça nous laisse. Marcel Zoumenon, vous parlez d'impression, on peut vous la concéder, mais est-ce que cette interrogation qui est quand même partagée pour les retours qui nous parviennent, est-ce qu'elle a de raison d'être? Se demander si c'est vraiment assaini. Là, on doit pouvoir se poser cette question. Quand on a vu
que le gouvernement ne s'est pas arrêté qu'à cette décision. Une fois la sentence tombée, il faut bien aller de l'avant. Et le gouvernement, en plein Conseil des ministres, a pris des décisions qu'il pense judicieuses pour pouvoir faire de l'assainissement du secteur une réalité. Vous l'avez suivi aussi, la sentence, elle est tombée de ce côté-là aussi. L'ordre des pharmaciens, en tout cas, qu'évoquait tout à l'heure Louis Koupé-Medji, n'existe pas, tout au moins pour 6 mois. Question de pouvoir mettre les choses à leur place et permettre à ce secteur de pouvoir jouer son rôle, et comme cela se doit. Non, je crois que ce qui s'est passé hier en Conseil des ministres est suffisamment grave. Il faut avoir le courage de le dire. Ça aussi. Le Conseil des ministres a fonctionné comme un tribunal. J'allais même dire comme la Cour suprême. Et parce que ce qu'on reproche à ce communiqué du Conseil des ministres hier, c'est qu'il nous a donné l'impression que les personnes qui ont été jugées le mardi dernier sont déjà jugées une fois pour toutes et que la décision qui est rendue est définitive. Alors que nous savons que nous sommes en démocratie et il y a le principe de la présomption d'innocence. Ça veut dire que la décision qui a foi, c'est la décision de la Cour suprême, de la chambre judiciaire de la Cour suprême, qui est le dernier tribunal en ressort qui peut rendre une décision qu'on ne peut plus attaquer. Et donc, on a quand même de grands juristes dans le gouvernement qui sont censés connaître ces choses. Et c'est pourquoi nous avons parlé aujourd'hui de décisions hâtives, parce qu'on n'est pas encore à l'étape où le gouvernement peut parler de culpabilité de choses là. Jusqu'à ce jour, les personnes incriminées ont la possibilité de faire appel de la décision du tribunal de première instance. Ils ont 15 jours pour le faire. Et donc, on a trouvé quand même bizarre que le gouvernement puisse, à la suite de la décision du juge, dire que les gens sont coupables et que compte tenu du fait que le tribunal les a dit, nous on prend telle décision, on prend telle décision. Et c'est pourquoi nous disons que on a comme l'impression que tout est organisé parce que la décision du juge a été rendue la veille et déjà le mercredi, c'était comme si le gouvernement attendait cette décision pour prendre cette décision à lui. Et donc nous, on n'arrive pas à comprendre cela. En plus de cela, en dehors du principe de la présomption d'innocence, on a comme l'impression que le gouvernement a fait immiscion dans le judiciaire. Parce qu'il faut laisser, comme l'a dit le docteur, le tribunal finit son travail. Le tribunal finira son travail lorsque la Cour suprême va rendre la décision, la dernière décision. Au cas où les personnes ne seront pas satisfaites de la décision de première instance, ils ont la possibilité d'aller en appel et d'aller en cassation. Le gouvernement n'a rien attendu de ça. Le gouvernement prend des décisions. L'autre chose, le gouvernement, je crois avoir lui qui a une décision où on dit on va mettre sur pied un comité, si j'ai les bons mots pour choses là. Mais alors, que faisait la DPMED alors? C'est le rôle de la DPMED de suivre tout cela. Et pourquoi le gouvernement ne dit rien sur la responsabilité de la DPMED dans tout ce qui s'est passé? Et le gouvernement donne l'impression qu'il n'est responsable de rien. Et là, ça me pose un problème, de responsabilité, de la notion de responsabilité pour le gouvernement. Et c'est pourquoi nous avons dit que cette décision, les décisions prises hier en Conseil des ministres sont venues trop tôt. Ce sont des décisions qui nous laissent, qui suscitent des soupçons à notre niveau. On va écouter plutôt le professionnel pour des avis techniques. Louis Koupé-Medji, vous avez suivi comme le peuple béninois la dissolution, il faut préciser, dissolution, pas suspension, bon, dissolution, suspension, mais provisoire de l'ordre des pharmaciens du Bénin. Et question de mettre vraiment de l'ordre dans une maison où ça ne va pas. Merci beaucoup. Je voudrais préciser que le garde des Sceaux a plutôt parlé de la suspension. Oui. De la suspension. Il a même précisé que ce n'est pas une dissolution. Voilà. Mais mon sentiment personnel, c'est une surprise. Cette décision aussi? Oui. Oui. En quoi? C'est surprise et incompréhension. Surprise doublée d'incompréhension? Oui. Quand bien même qu'à l'analyse, on peut y trouver de pertinence, mais l'opportunité pose aussi problème. Allons-y. Pertinence parce que nous avions dit qu'il y a des dysfonctionnements dans le secteur. Ça date depuis des années. Tout à fait. Vous savez, moi, j'ai une position très claire sur cette question. J'ai une position très progressiste. On ne peut pas laisser les choses en état. Les choses doivent évoluer.
Nous reconnaissons et nous disons tous les jours que le secteur sanitaire a des problèmes. Et le secteur pharmaceutique fait partie du secteur sanitaire. Il y a eu des dysfonctionnements graves, même à notre propre sein. Des crises qui ont favorisé tout ceci. Parce que quand la chambre de discipline de l'ordre n'est pas fonctionnelle... On va revenir sur ces appels, André. Vous dites que c'est une décision qui vous a surprise. Oui. De quel point de vue? Ça nous a surpris parce qu'on ne sait pas encore quelles sont les motivations. Si ce n'est que sur ce qui s'est passé sur le verdict du tribunal, tel que le Conseil des ministres dit, qui se sont basés pour prendre cette décision-là, il y a un problème. En tout cas, moi, je suis partagé vraiment entre beaucoup de sentiments, entre espoir et inquiétude. Parce que si c'est que c'est ce seul motif de ce qui s'est passé là, puisque la responsabilité de l'ordre, même en tant qu'entité, est minime dans ce qui est Vous trouvez? Oui, bien sûr, parce que moi, les textes sont clairs. La Constitution dit que c'est le président de la République, le gouvernement, qui se charge de la politique sanitaire. Et la politique pharmaceutique est définie sur ça. Et c'est pourquoi moi, je me suis toujours insurgé contre un certain nombre de déclarations dans le passé où nous-mêmes, pharmaciens, nous laissions croire que mais un ordre est totalement... C'était comme une république dans une autre et qu'on n'était pas sous tutelle du ministère. On avait querellé des positions du genre et qui n'avaient vraiment pas de raison d'être. Donc le responsable numéro 1... Donc, c'est l'État. Et l'État, sa préoccupation, c'est comment je préserve la santé des populations. Et nous, notre mission aussi concourt à celui-là. Mais comme vous le savez, dans toute profession, il y a des problèmes. Quand des problèmes arrivent, l'État doit pouvoir intervenir pour pouvoir préserver l'essentiel. Si on ne l'a pas fait et qu'on a laissé les choses pourrir jusque-là, quand dans tout ce lot-là, on doit regarder de près, je ne pense pas que la mesure urgente à prendre tout de suite serait de suspendre un ordre. Parce que là où se trouve notre inquiétude, lorsqu'on suspend un ordre, qu'est-ce qui se passe pendant cette période de suspension? Parce que nous n'avions pas été associés à quoi que ce soit. Ça allait vous poser la question. Et quand, vous savez, moi, j'ai des espoirs dès le départ en disant, quand le président dit que je vais réformer le gouvernement, nous disons d'accord. Et nous applaudissons ça en disant, nous allons accompagner. Mais quand il y a des réformes de genre, il faut écouter les professionnels. Quelle que soit l'opinion qu'on a d'avance sur eux, quel que soit ce qu'on peut leur reprocher, tout le monde n'est pas sali dans la profession. Tout le monde n'a pas soupé avec le diable dans la profession. Nous savons que tout ne va pas pour de bon dans la profession. Tout n'est pas rose. Mais tout le monde n'est pas sale. Et dans tout ce lot-là, il y a des gens qui ont la tête sur les épaules, qui comprennent des choses, qui ont des expertises. Et il va falloir, quoi qu'on dise, faire avec eux. Parce que c'est eux qui ont été formés pour ça. Si on ne le fait pas, il y aura un comité. Si on ne le fait pas et qu'on va écouter peut-être des consultants, des choses qui ne maîtrisent pas nos contextes, nos réalités, on va faire prendre des décisions à nos chefs et malgré leur bonne foi, ils vont passer à côté et se rendre compte parce que nous sommes tous des humains et il peut nous arriver. On dit que même les plus bonnes intentions peuvent être pavées d'enfer. Donc, nous, notre position, c'est de dire au gouvernement, nous ne sommes pas contre la volonté d'assainir dans l'intérêt de la santé publique. Et aussi, il faut préserver, il faut veiller à préserver le monopole de compétence du pharmacien, quoi qu'on dise. Parce que... Vous pensez que c'est un danger? Ah, c'est un danger parce que c'est là où se trouve notre inquiétude. Si on va faire des réformes qui remettent en cause les fondements même de l'exercice de la profession du pharmacien, je dirais que toute réforme qui irait dans ce sens court à l'échec, on risque de recommencer les choses encore d'ici quelques années. Et c'est pourquoi, tout en saluant la volonté aussi bien de l'État que de la justice, nous recommandons le professionnalisme. Nous recommandons de la prudence. Nous recommandons qu'il y ait beaucoup plus, qu'on aborde ces questions avec beaucoup plus de circonspection, qu'on les aborde avec beaucoup plus de sang-froid. Et ça nous paraît essentiel. Et qu'on associe. Et c'est pourquoi dans notre déclaration d'hier, nous avions exprimé notre volonté de pouvoir rencontrer le ministre de la Santé, de pouvoir rencontrer le président de la République. Et je voudrais le faire savoir que depuis que le président de la République a mis en place
par décret une commission chargée de réformer le secteur de la santé. Nous, on a l'impression au niveau du secteur pharmaceutique qu'on était des oubliés, on nous a traités un peu comme des parias. Mais malgré ça, malgré que d'autres professionnels de santé s'opposaient et sont même allés en grève pour ça, vous n'avez pas vu une seule pharmacie fermée dans ce pays pour protester contre les réformes. J'ai été pratiquement la seule voix dissonante. Et j'ai même subi, pour cela, j'ai même subi la foudre des autres syndicats du secteur professionnel. Parce que j'ai dit non, n'allons pas contre les réformes. Le principe pour moi, nous, au niveau des pharmaciens, nous sommes des progressistes. Donc, laissons les réformes y aller, mais il faut que ça se fasse avec nous. C'est nous-mêmes qui avions écrit à cette commission pour demander à être reçus. Et la commission nous a reçus. Nous avons fait des propositions. Et lorsque les résultats, ils nous ont exposé les résultats de leurs travaux, nous leur avons fait des observations, des amendements sur un certain nombre de points. Ça n'a pas suffi. Nous avons même fait des publications dans la presse, sur les réseaux sociaux, pour attirer l'attention parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas accès à nos responsables. Et ça, c'est une autre problématique sur laquelle, moi, je voudrais, en toute humilité, demander, avec beaucoup de respect au président de la République, au ministre de la Santé, de faire en sorte que nous puissions les accompagner par des conseils éclairés. Ils ne sont pas obligés de suivre ce qu'on va leur dire, mais ça aura l'avantage de les éclairer et de leur donner deux sons de cloche par rapport à ce que les consultants leur donnent certainement. Et ils pourront faire maintenant des choix en toute connaissance de cause. Marcel Zoumenou, mais est-ce que le technicien n'est pas un peu trop inquiet pour la survie de sa profession quand on sait que l'encadrement qu'il faut est aux côtés aussi du chef? Un ministre avec un parcours digne du nom dans le milieu de la santé, un garde des Sceaux qui a aussi l'expérience de ces dossiers. Est-ce qu'il ne faut pas laisser les réformes évoluer d'abord et ensuite exprimer les inquiétudes, les faire tout de suite? Est-ce qu'on ne veut pas noyer un dossier qui quand même reste un dossier sensible? Je crois que tu connais mon opinion sur les réformes actuelles du gouvernement. Je l'ai exprimé la dernière fois. Il y a eu des ratés, mais là, on est sur un autre chantier. La plupart des actions que mène le gouvernement actuel et qu'on met sous le vocal très élargi de réformes ne sont pas des réformes, de vraies réformes. Une réforme vise à améliorer à court, moyen et long terme, par les actions qui se mènent aujourd'hui, une situation pour la faire évoluer. Mais j'ai dit la dernière fois que est-ce que le fait de supprimer les bourses étudiants, c'est une réforme? Maintenant, quelle réforme vous pouvez faire sans associer les professionnels du choix? Et quand vous regardez dans toutes les contestations qu'on a eues, c'est le même refrain qui est chanté, que ce soit au port, que ce soit dans le domaine de l'éducation. Quelle réforme on peut faire de cette manière-là? Et on n'associe pas les personnes qui sont concernées en premier chef. Et donc, moi, sur la notion de réforme, je suis quand même dubitatif sur ça. Maintenant, revenons à chose là. Le docteur a soulevé au début un problème en disant que dans les accusations de début, il y avait une accusation où on disait que les gens, il y avait l'exercice illégal, on parlait de faux médicaments. Et quand nous regardons, on a regardé un peu comment ce dossier est conduit, on se demande si c'est réellement un débat de faux médicaments. Parce que si c'était, pourquoi on n'a jamais cessé à savoir? Puisque tout ce qui est le gouvernement agit, c'est que les gens ont acheté des médicaments qui sont pas recommandés ou bien qui sont illicites. Et donc, si ces médicaments ont été achetés par les grossistes, on devait supposer qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans nos officines. Tout à fait. Et donc, il y a un grand débat de consommation autour de cette question. Dans les pays sérieux, les associations de consommation se seraient levées, on aurait des contestations partout, parce que tel que le débat est conduit, on est en train de mettre dans la tête du consommateur que les médicaments que nous achetons dans les officines sont des médicaments de mauvaise qualité. Mais alors, quelle est, nous, la responsabilité? Quand je dis nous, je parle des consommateurs. Qu'est-ce que peut être, nous, la responsabilité? Et quelles sont les questions auxquelles nous pourrons nous poser? Parce qu'on nous a toujours dit que les structures légales qui sont habilitées à vendre des médicaments, c'est les officines. Mais maintenant qu'il y a un débat qui nous amène à croire que les médicaments que nous achetons dans les officines sont des médicaments permis. Et si c'est le cas, quels sont les efforts que le gouvernement a fait pour retirer ces médicaments? Parce qu'on a vu que dans les pays civilisés, dans les pays développés,
quand une décision est sortie, on dit cette molécule n'est pas bonne ou bien n'est pas propre pour la consommation. Il y a des communiqués qui sont lancés, on les retire un à un de tous les magasins, de toutes les officines. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait aujourd'hui et on ne sait même pas quelles sont les molécules en cause si c'était le cas. Rien n'a été fait. Le débat a été fait et le débat a été concentré autour des grossistes et des New Sesames. Et tout le débat est là, c'est quoi qu'il a répondu. On a simplement dit, pour résumer la thèse du parquet, la thèse du gouvernement, ben, vous ne devez pas acheter des médicaments chez New Sesames. Et donc, c'est tout le problème. Et le problème, on a dit, le représentant de New Sesames se trouve être domicilié chez un député qui est accusé. Et donc, affaire faux médicaments, mesdames, messieurs, le dossier est bien loin d'être clos. On y reviendra dans les jours à venir. Mais pour le débat du jour, lentement mais sûrement, nous tendons vers la fin. Dr Louis Coupé-Medji, quelles sont désormais vos grandes attentes autour de ce dossier? Nos attentes, je crois que nous réitérons notre demande, avec beaucoup de respect, aux autorités sanitaires, notamment le ministre de la Santé, et puis le président de la République, qu'on veuille vraiment nous écouter, qu'on nous écoute d'abord avant de juger. Et deuxième chose, les pharmaciens actuellement, nous sommes beaucoup inquiets. Là, il faut que je vous dise la vérité, nous avions perdu la sérénité. Parce que dès que ça se conduit, nous nous posons des questions, nous nous interrogeons. Qu'est-ce qui va se passer? Les pharmaciens ne sont pas au-dessus de la loi. S'il y a des fautifs parmi nous, on va les prendre, on va les sanctionner. Mais il faut que ça se fasse selon les règles. Nous ne sommes pas comme ça. Parce que nous sommes là pour les populations et non pour nous défendre sur un certain nombre de choses. Et puis, nous voulons rassurer les populations parce que les produits dont il s'agit ici ne représentent que même 0,5% des produits référencés chez nous. Mais regardez toute la bataille médiatique qui est faite autour jusqu'à l'international. Nous nous posons la question de savoir aujourd'hui, est-ce qu'en tant que pharmacien béninois, nous pouvons encore sortir du pays pour participer au forum à l'international sans pouvoir attirer des regards désagréables sur nous? Sans que des gens aient peur de venir au Bénin parce que s'ils viennent et tombent malades, comment ils vont se traiter? Moi, je voudrais rassurer les populations qu'au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, les pharmacies sont les seuls lieux encore où on peut s'approvisionner en médicaments de qualité. Je le dis d'autant plus que les pharmacies sont sous contrôle permanent de l'administration. Merci. Et je vous ai amené des documents qui prouvent que le laboratoire national de contrôle de qualité nous visite chaque année et vient faire des échantillonnages, analyses, et ils ont toujours trouvé que les produits sont conformes. Merci Louis Coupé-Medji, Marcel Zoumenou, en une seconde. Je voudrais finir sur les inquiétudes du docteur Coupé-Medji, qui sont des inquiétudes partagées. Et je voudrais inviter le gouvernement à gérer ce dossier avec beaucoup plus de professionnalisme et beaucoup merci, Marcel pour ne pas donner l'impression que le vrai débat n'est pas autour des faux médicaments, mais autour d'un autre objectif inavoué que le gouvernement a. Le vrai débat serait autour du faux médicament ou de toute autre chose. Peut-être les prochains jours, on sera obligé de revenir sur cet aspect, mais pour l'heure, autour des faux médicaments, le débat se poursuit. 100% Bénin, c'est terminé pour le débat du jour. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir. Je vous fais compagnie sur cette citation de l'écrivain, penseur et prêtre français Guillaume Thomas Raynal. Je cite, « Quand la bonne foi règne, la parole suffit. Quand elle n'a pas lieu, le serment est inutile. » Ce fut un plaisir à m'accompagner aujourd'hui, Dr Louis Coupé-Medji, Marcel Zoumenou. À très vite, demain c'est un autre jour. Ce sera avec le même entrain. À bientôt.